Les lectures qu'on a s'agglomèrent une à une pour nous impacter. Le livre dont je te parle ici n'est pas le plus connu ni le mieux écrit. Son idée principale est rarement valorisée. Quand je l'ai appliquée à fond dans ma vie, j'ai vu une vraie différence. Cette idée est à contre-courant de nos conventions. C'est celle de développer de la compassion vis-à-vis de soi. Pas une compassion ponctuelle, une compassion profonde, qui nourrit confiance et espoir. Je te résume ce livre. J'ai ce livre depuis un petit moment dans ma pile de livres à digérer. Je me rends compte que ça fait super longtemps aussi que j'avais envie d'en parler. Faut que je corrige ça. Beaucoup de post-it que j'avais laissés dans ce livre. Je vais reconsulter toutes les pages sur lesquelles j'avais eu envie de prendre des notes. Ah voilà, j'ai retrouvé mes notes que j'avais prises sur ce livre et je vais refaire le point là-dessus. Ce livre, j'en ai entendu parler via un podcast que j'écoute régulièrement. Il y avait un épisode qui était entièrement dédié à l'autrice de ce livre, qui est une chercheuse. Ça fait plusieurs décennies qu'elle travaille sur la compassion. Ces dernières années, j'ai adoré lire et réfléchir autour du sujet de l'erreur, de l'échec, de la culpabilité. Et du coup, quand j'ai entendu parler de compassion, ça fait ping. Je me suis dit, il faut que je m'intéresse à ce sujet. Ah là là, oui. Ce qui m'a marqué dans l'interview de cette autrice-chercheuse, c'est que sa vie allait bien, elle travaillait sur les questions morales, elle s'est retrouvée à tromper son mari avec, je crois, une personne avec qui elle travaillait. Et au final, la personne qui elle aussi était mariée ne l'a pas suivie, elle s'est retrouvée seule et suite à ça, la personne avec qui elle avait trompé son mari est décédée dans des conditions dramatiques. Ensuite, elle a été suivie, taraudée par sa culpabilité et elle a eu un cheminement où elle est partie en Inde, je crois, et elle a découvert la méditation, le bouddhisme, elle a commencé à réfléchir autour de la compassion et elle s'est rendue compte que même si c'était compliqué d'avoir de la compassion vis-à-vis d'elle-même, elle trouvait énormément de réconfort dès lors qu'elle essayait de changer son discours qu'elle avait avec elle-même et plutôt que de se flageller, d'essayer de se dire bon voilà, je comprends pourquoi tu as fait ça, je te pardonne. Et petit à petit, elle a réussi à se mettre sur le chemin de la rédemption, enfin en tout cas sur le chemin du pardon et de la réparation intérieure, parce que elle a changé son discours intérieur. Plutôt que d'être dure vis-à-vis d'elle-même, d'être douce vis-à-vis d'elle-même, d'être là pour elle-même, c'est ce qui l'a aidée. 52 divisé par 12, ça fait combien ça? Calcul. 52 divisé par 12. 4,3. Et donc c'est marrant, je me suis, je sais pas si on peut le dire comme ça, améliorée. Bref, j'ai plus de compassion envers moi-même, apparemment, qu'il y a... Attends, ça fait combien 3 ans. 3 ans 2 ans. 2 ans. Ouais, un peu plus de 2 ans. En fait, je suis passée d'un score moyen à un score plutôt haut. J'arrive beaucoup mieux à post-rationaliser, c'est-à-dire à tempérer des réactions. Et c'est marrant de se dire qu'en juste 2 ans, il y a une vraie différence dans ma façon de répondre aux choses. Christine Neff a créé une échelle de l'autocompassion. Tu peux évaluer là où tu en es dans ta tendresse vis-à-vis de toi-même. La lecture de son livre est arrivée pile au moment où j'étais enfin prête à assimiler certains messages. J'ai carrément décidé de relire le livre, je me dis que ça va me faire un bon rappel. Avant, je rencontrais énormément de résistance pour bien me traiter. C'est fou, quand on y pense, d'attendre d'avoir une permission scientifique pour commencer à le faire. Mais bon, passons. Traditionnellement, il y a cette idée très ancrée pour avoir des résultats dans la vie, pour avancer, pour se distinguer, il faut faire preuve d'exigence. Il y a tout cet héritage de la règle sur les doigts, pour progresser, il faut être dans la sévérité. Tous ces travaux de recherche montrent au contraire que l'indulgence n'exclut pas l'exigence. Le fait d'ouvrir cet espace de douceur, de compréhension, d'humanité, de médiocrité, d'acceptation en tout cas des failles, et c'est ça qui va nous permettre d'être mieux. Et en fait, le fait d'être mieux, c'est sans doute ce qui va nous amener à faire
mieux. Les gens qui vont faire preuve de plus d'autocompassion, c'est ceux aussi qui vont être moins anxieux, qui vont avoir moins de problèmes de stress, qui vont être plus détentes dans leur vie, qui vont se sentir bien. Alors moi, perso, plus de sérénité, je prends. D'ailleurs, je réalise que j'avais enlevé la jaquette de ce livre. Il est temps que je le remette. Christine Neff a écrit plusieurs livres sur l'autocompassion. Celui-là n'est pas paru en français. C'est pour ça que j'ai envie de t'en parler. Il s'adresse aux femmes et traite d'autocompassion féroce. Elle y encourage les femmes à se réconcilier avec leur tendresse pour elles-mêmes, mais aussi avec leur force, leur pouvoir, pour ne pas s'en tenir à un rôle de gentil subordonné. Une critique qu'elle a reçue à ses débuts, c'est que l'autocompassion, c'est pour les chiffres molles. Pour elle, l'autocompassion n'est pas un truc passif, mou, mais demande d'agir, de s'engager. Moi, je l'ai lu dans un contexte où j'avais vraiment besoin de me réconcilier avec mon émotion, longtemps censurée, que j'ai souvent naviguée avec beaucoup de difficultés, celle de la colère. Et elle explique, et je trouve ça tellement intéressant, ça m'a tellement parlé, elle parle du syndrome des petites filles gentilles qui ont vraiment intégré le fait que pour exister dans ce monde, en tant que femme, en tant que fille, il faut être gentil. On a intériorisé le fait que la colère, c'était une émotion auquel il fallait pas qu'on accède, qu'il fallait qu'on arrive à gérer, qu'il fallait qu'on arrive à pas laisser s'évaporer la vapeur. Moi, j'ai eu un cheminement compliqué avec la colère. J'ai eu beaucoup de colère pendant mon adolescence. J'ai toujours beaucoup de culpabilité autour de cette colère. Et en fait, à l'âge adulte, je me suis rendu compte que parfois, je truquais mes émotions et que j'exprimais de la tristesse alors que c'était de la colère que j'avais envie d'exprimer. Et du coup, c'était souvent beaucoup de tristesse que j'exprimais dans des contextes où, finalement, ce que je ressentais profondément, c'était de la colère, mais que j'arrivais pas à la faire sortir. Ces dernières années, je me suis vachement réconciliée avec ma colère. Et en fait, comme elle explique, on a besoin de la colère. Elle raconte une anecdote qu'elle avait vécue dans sa vie de maman ours, où son fils a des troubles du spectre autistique. Elle se retrouve au zoo, je crois. Son fils est quand même assez jeune encore. Il est plein d'intérêt pour ce qui se passe. Bien sûr, elle peut pas contenir toute la curiosité qu'il exprime, mais devant elle, ou derrière elle, je sais plus, bref, autour d'elle, il y a une maman c'est devant elle, qui se retourne et qui fait chut, genre faites taire cet enfant. Et elle a deux filles bien mignonnes, qui disent rien, tout ça. Au final, ça commence à créer de l'agitation chez son fils de voir cette femme se retourner sans cesse en faisant chut. Et du coup, son côté maman ours se réveille sans ce soudain. Ça finit en crêpage de chignon. Et en fait, elle veut défendre son fils dans cet instant. C'est des situations qu'on peut vivre parfois où on te dit toujours, moi on m'a toujours répété, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de réagir, etc. Et c'est des choses, des moments où parfois c'est la colère qui sort, on n'arrive pas à la canaliser, mais socialement, c'est beaucoup moins accepté chez les femmes de laisser sortir la colère. On veut pas avoir ce visage de femme en colère. Et pour autant, nos émotions, elles existent, et le fait de se les réapproprier, ce qui va nous permettre de retrouver du pouvoir. L'autocompassion féroce, donc la fierce self-compassion dont elle parle, c'est un des moyens qu'on peut avoir pour amener du changement dans ce monde. Ça fait très grandiloquent comme ça, mais voilà. Alors, attends. Oui, c'est là. La créativité et l'innovation, on y accède quand on se sent en sécurité et dans un espace où on se sent suffisamment en sécurité pour faire des erreurs. Hyper important, fondamental. Quand tu commences quelque chose, si tu te dis « j'ai le droit de commencer, c'est pas grave si ça marche pas », ça va dédramatiser la situation, t'enlever toute forme de pression et c'est ce qui va te permettre d'ouvrir cet espace où tu vas pouvoir oser, où tu te sens pas sous la menace. Tu sais, il y a ce truc où on dit « oui, il faut cette petite dose de stress pour réussir à faire les choses ». Mais en fait, quand il y a trop de stress, quand il y a trop de danger, c'est là où on perd nos moyens, c'est là où on foire les choses, c'est là où ça marche pas. La sécurité, le fait d'être en détente, d'être en confiance, c'est hyper important.
Et non, l'autocompassion, c'est pas un truc pour les chiffres molles parce que ça demande du courage aussi d'affronter parfois les jugements, les critiques intérieures ou même les critiques extérieures ou même intérieures. Chose que j'ai vachement personnellement pratiqué ces dernières années. Par exemple en faisant du montage. J'ai toujours eu un rapport très compliqué à mon image. Quand je me retrouvais face à mon miroir, je me disais des trucs très durs, hyper durs, terribles. Et j'ai passé énormément de temps à me critiquer, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, trop de temps passé à ça. Et quand je me suis retrouvée tout à coup face à moi pendant des heures, parce que quand tu montes, c'est des heures de tout temps, j'ai dû changer complètement ma façon de me parler. Et je l'ai pratiqué encore et encore et encore et encore. À force de monter des vidéos, ça m'a aidé à progresser, je pense, dans mon échelle de l'autocompassion. Et elle le dit, l'autocompassion, c'est pas juste une bonne idée, c'est pas juste oui, ouais, c'est intéressant. C'est un truc à pratiquer, à mettre en œuvre dans son quotidien, en changeant vraiment son discours vis-à-vis de soi-même, en se donnant de la place pour accueillir ses défaillances, ses erreurs, ses couacs. C'est un truc que tu peux faire par petits pas dans ton quotidien et qui est moteur, je pense, d'un changement qui peut bouger énormément de choses dans ta vie. Pour elle, ça passe par le fait de ne pas fuir ce qui ne va pas, de rester dans la conscience de ce qu'on ressent, tout en embrassant notre nature humaine profondément imparfaite. Et notre gentillesse qu'on va souvent plus facilement déployer pour les autres que pour nous-mêmes. Parfois, quand tu as un discours dur envers toi-même, de l'écrire dans ton journal, et juste de prendre du recul et de te dire « Waouh, pourquoi est-ce que je me dis ça? C'est quand même un peu dur. » Ça permet de peut-être renverser le regard. Est-ce que je dirais ça à un ou une de mes amis? Non. Bon, bah c'est signe que je dois changer ce discours vis-à-vis de moi-même. Je ressors mon atelier Confiance. C'est mon atelier fondateur, le premier que j'ai fait, le premier que j'ai partagé, le premier que j'ai mis au monde. Si tu veux le rejoindre en ce moment, tu peux t'inscrire. L'atelier Confiance s'adresse vraiment aux personnes qui ont des envies, qui veulent faire des choses, mais qui sont bloquées. Bloquées par leur peur, par leurs petites voix intérieures, la peur de la critique, par la peur du jugement, par le poids de leurs pensées. J'ai été à ce stade sur mon chemin de j'ai envie de faire les choses, mais j'arrive pas à me lancer, j'ose pas. Et l'atelier Confiance, c'est vraiment l'atelier dans lequel je te prends pas à pas pour adresser tes peurs, essayer de te débloquer et cheminer dans la confiance. Et je vais jamais te dire, faut faire semblant, faut un peu gonfler ses plumes et puis y aller. Parfois, je pense que le fake it till you make it des Américains là, le faut faire semblant, ça peut marcher, mais je pense que c'est pas une approche durable. Je pense qu'il y a un truc plus profond, plus intérieur. Il y aura toujours des moments dans la vie où tu auras de nouveau des crises de confiance, mais le retour à la confiance, c'est un truc qui est fondamental. Savoir se remobiliser et se redire allez j'y vais. Même savoir voir dans certains moments quand tu te mets trop dans tes habitudes et que tu as besoin d'aller vers des trucs nouveaux, des trucs qui te font peur. En ce moment je suis un peu dans ce chantier là d'ailleurs. C'est marrant. Dans mon cheminement vers un idéal incertain, il y a un moment donné, j'ai rencontré des limites. Ces dernières années, j'ai vachement réfléchi autour de certaines notions comme l'acceptation radicale, des trucs qui sont vachement empreints du bouddhisme. Donc l'acceptation, la sérénité, la paix intérieure, la tolérance, des idées idéales, des idéaux qui me donnent une aspiration, mais que je trouve pas forcément facile à mettre en place, à mettre en œuvre dans la vraie vie. Parce que très vite, tu vas te confronter à ton humanité. Et face à notre nature humaine, comment aller vers ces idéaux? Cet idéal et la réalité, c'est deux calques dont les contours peuvent jamais vraiment se caler. Seulement c'était facile, mais ça l'est pas du tout. Et ce qui me plaît avec l'idée de compassion, c'est que c'est nous réconcilier avec notre nature humaine, avec ses défaillances, avec nos erreurs, avec nos échecs, avec notre état de médiocrité, le fait qu'on est moyen. Je comprends qu'on veuille s'améliorer, je comprends, oui,
finalement, j'ai pas envie d'être dans cette zone de médiocrité, mais parfois le fait de me réapproprier cette zone de médiocrité, c'est ça qui me fait sentir mieux, qui me donne du réconfort. Et c'est bizarrement quand je me réancre dans cet espace-là que j'arrive de nouveau à avancer. Et cette espèce de paradoxe c'est pas dans les moments de flagellation que j'arrive à trouver la motivation. Quand tu vas ouvrir cet espace de compassion, tu vas peut-être prendre conscience du fait qu'il n'a jamais trop existé dans ta vie avant. Et donc elle met en garde en disant attention, il faut aller à sa vitesse, à sa propre vitesse, s'écouter et aller doucement. Ne peut-être pas ouvrir cet espace trop vite, mais progressivement, parce que ça peut faire mal de s'apercevoir soudain que cet espace n'existait pas. Ça va montrer tous ces moments où peut-être on aurait voulu que les autres fassent preuve de compassion vis-à-vis de nous, nous apportent du réconfort. Et parfois, moi, je le ressens. Il y a des moments où je me dis, j'aimerais bien qu'on me dise ça. Mais la meilleure personne qui puisse me le dire, c'est moi-même. Je trouve que ce point est très vrai à partir du moment où tu vas commencer à travailler ta relation avec toi-même, ça va redessiner aussi tes relations avec les autres. Et ça va les réinterroger aussi. Parce que réinterroger sa relation à soi-même, c'est se dire, mais pourquoi j'ai hérité de cette relation-là si bizarre et si gauche et si maladroite et si difficile? Pourquoi cette relation est configurée comme ça? Et la reconfigurer, ça va réinterroger plein d'autres choses. J'ai disparu, on me voit plus, mais on m'entend, je crois, encore. J'ai commencé cette vidéo il y a un petit moment et c'était dans l'hiver, là le printemps commence. J'ai traversé une grosse phase de fatigue, c'était en février. Février, fatigue, à cette période-là j'ai souvent un gros creux, un gros coup de mou. L'ancienne Magali aurait dit c'est bon, tu vas coûte que coûte, prends sur tes réserves d'énergie, tu vas le faire. Et je me serais un peu secouée, je l'aurais fait, je l'aurais fini. La Magali 3.0 ou 3, je sais plus à quelle version j'en suis, se donne le temps et se dit c'est pas grave, petite tape sur l'épaule, petit câlin, petit réconfort, ça va le faire, tu vas te donner du temps. Quand j'ai pas assez d'énergie, mes idées sortent pas très bien, c'est un peu genre vraiment de la patate, de la bouillie qui sort. Mais j'espère qu'elle t'apportera quand même des pistes de réflexion utiles pour toi. C'est son intention en tout cas. Je sens que j'ai moins d'énergie pour faire mes vidéos. Par contre, j'ai énormément d'énergie pour faire plein d'autres choses. Donc en ce moment, je suis en train de me focaliser là-dessus. Et je vais laisser peut-être plus le temps long et le temps doux et la patience aux vidéos longues. Et je vais essayer sans doute plus des formats courts. Je te mets tous les détails de l'atelier Confiance. Tu sauras les retrouver si ça t'intéresse. Mais l'esprit de mes ateliers en général, c'est on ouvre une parenthèse, on se pose, on fait le point et je suis à ta disposition en coulisses pour répondre et échanger avec toi. Si tu as des questions comme d'habitude, n'hésite pas et je te dis à la prochaine.